Rien ne va plus, les jeux sont faits pour les candidats au régional 2020. Le Conseil électoral arrêtait les listes définitives ce mardi à Yaoundé. On annonce de grosses pointures dans les starting blocks. Le point en tête de ce journal. Rien ne va plus à Douala. Le jeu criminel de ce qu'on appelle les microbes terrorise la population. Des groupes de délinquants qui s'attaquent au commerce et au domicile et sèment la panique dans les quartiers. Nous irons les voir à l'œuvre sur place à Douala. Et puis les jeux sont faits pour la présidentielle américaine. Donald Trump affronte Joe Biden dans 2 semaines. Ce sera à travers les grands électeurs. Le dossier du 20h30 dévoile les personnalités et les enjeux de cette élection. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Ouvrons le 20h30 avec la suite des travaux du mois de l'amnistie. Ouvert hier, ici même à Yaoundé, les travaux se poursuivent et il s'agit de l'initiative conjointe Union africaine et Nations unies pour endiguer la circulation illicite des armes légères à travers le continent. L'initiative était présentée ce mardi au Premier ministre chef du gouvernement par un émissaire onusien, Joseph John Gouté, qui a également reçu un facilitateur allemand sur les questions de la gestion durable des écosystèmes du bassin du Congo. La synthèse de ces audiences avec Laurentine Bokono à l'immeuble Étoile. Les armes légères et de petit calibre seraient-elles l'arbre qui cache la forêt sur la planète aujourd'hui, exposée à toutes sortes de déprédations? L'immeuble Étoile a constitué ce mardi l'épicentre des préoccupations de notre temps. Emploi, la déforestation et autres pressions sur la nature, le bassin du Congo, 2e poumon mondial, mérite une plus grande attention. Le Cameroun abrite le siège de la Commission des forêts d'Afrique centrale, unique instance d'orientation, de décision et de coordination des actions et initiatives sous-régionales en matière de conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers. C'est l'objet de la démarche du facilitateur. Le Cameroun est un pays très important pour mon travail. J'ai présenté en feuille de route. Facilitateur doit toujours soutenir tous les efforts pour arriver à ce but. Désigné parmi les pays pilotes de la stratégie africaine visant à faire taire les armes dans le continent, le Cameroun a officiellement lancé ce lundi 19 octobre 2020 son mois de l'armistice. Le projet a pour objectif d'aider les populations africaines, celles qui détiennent les armes illégalement, de les remettre aux autorités. Le Cameroun assure la présidence du traité des États parties de la Convention de Kinshasa. Après cette cérémonie protocolaire d'ouverture de ce mois de l'amnistie hier par le ministre des Relations extérieures, ce mardi était consacré à la conférence sur la police de proximité et sur des questions de sécurité physique, de marquage et de destruction des armes légères en circulation. Au cœur des échanges, on le comprend, c'est bien le rôle de la police dans la réduction des violences armées à travers le continent qui est ici évoqué. L'essentiel de ces débats à l'école de police de Yaoundé, c'est avec Séverin Alégambélé. Dans la démarche visant à réduire les violences du fait de la circulation incontrôlée des armes légères à petit calibre, il est clair que les acteurs de la sécurité nationale ont du mal à répondre à la violence tout en demeurant des forces rassurantes. Il faut donc réorienter le travail de la police de proximité, celle-là même qui travaille avec les communautés de manière à faciliter par exemple la collecte des armes en circulation illégalement. C'est tout le sens à donner à la session de formation ouverte, à la discussion sur la gestion des stocks des armes, le marquage, la destruction, enjeu profond du projet Mois d'amnistie en Afrique. Le désarmement et la réglementation des armements contribuent à réduire le nombre de morts
que font la violence armée grâce à l'interdiction et à la limitation de l'utilisation de certains types d'armes et la mise en place d'un système de maîtrise effective des armements. La violence sociale a atteint des proportions inquiétantes au Cameroun. Malheureusement, tout individu a besoin de la police lorsqu'il est victime, jamais lorsqu'il est auteur d'une inconduite. Également dans l'actualité, le processus électoral qui s'accélère pour les régionales de 2020. Le Conseil électoral de l'ECAM tenait sa 4e session ce mardi. L'instance que préside Eno Abrams-Egbe a entériné la réhabilitation de 2 listes, apporté des correctifs à 6 autres listes à ces travaux. En ligne de mire maintenant la production des cartes électorales pour le scrutin du 6 décembre. Nous faisons le point avec Agnès Solange. DICA a examiné ce mardi sur la table des membres du Conseil électoral 3 listes réhabilitées, dont une de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. 2 dans la catégorie des représentants traditionnels, notamment dans le département du Buy, région du Nord-Ouest, et dans la Menoie, à l'Ouest. Des corrections ont également été faites d'une part sur 2 listes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, la vallée d'une Thème dans le sud et le FACO dans le sud-ouest. Et d'autre part sur 4 listes des représentants du commandement traditionnel, le Mayo Danaï et le Mayo Kani dans l'extrême nord, l'Océan dans le sud et le FACO dans le sud-ouest. Parmi les résolutions du Conseil électoral de ce mardi, également la disqualification de la liste des candidats présentés par l'Union des mouvements socialistes UMS pour la catégorie des délégués de département dans la circonscription électorale du Onkam, région de l'Ouest. Les prochains jours à l'ECAM seront consacrés à la production du matériel électoral. Et on peut dire que les jeux sont faits au terme de ces travaux du Conseil électoral de ce mardi. On parle désormais des candidats définitifs au régional. Du coup, les partis politiques et les représentants des chefferies traditionnelles vont maintenant mettre les bouchées doubles. Il s'agit d'entrer en campagne électorale pour mettre toutes les chances de leur côté. Augustin Guizana. Des batailles électorales profilent à l'horizon dans la région du centre, au sein des 2 catégories de candidats pour ces régionales. Les grands visages, au sein du commandement traditionnel, dans l'Omfundi, se préparent. Je suis chef du groupement Vobelinga et dans une première approche, j'ai fait appel aux Vobelinga qui sont les miens pour leur présenter la situation à venir afin que, le moment venu, donc, ils nous appuient. Au sein des formations politiques, les grandes figures, tout comme les forces émergentes, chacune à son niveau peaufine sa stratégie. Nous sommes en pleine concertation entre les potentiels, n'est-ce pas, conseillers régionaux venant du Mayo Danaï. Nous sommes en train d'utiliser les mêmes méthodes que nous avons lancées lors des municipales, lever des fonds auprès des amis, des connaissances, et puis encourager les militants, les candidats eux-mêmes à contribuer de quelque chose. Candidats représentants du commandement traditionnel ou investis par les partis politiques comptent sur le financement public de la campagne électorale. Nous espérons aussi que la première tranche du financement public de la campagne, bien vrai qu'elle ne représente pas grand-chose, parce qu'elle ne peut pas permettre de couvrir 10% des dépenses d'une campagne électorale, qu'elle arrivera à temps. En attendant l'appui du gouvernement, les candidats s'apprêtent à conquérir l'électorat dans les 58 départements. Pas une partie de plaisir. Restons dans cette actualité électorale. Le dossier de la rédaction ce soir nous amène aux États-Unis pour planter le décor final du duel Donald Trump-Joe Biden. C'est à quelques 2 semaines seulement que nous nous situons maintenant de cette élection américaine et nous allons découvrir de plus près les 2 candidats, le républicain Trump, candidat pour son 2e mandat, et le démocrate Joe Biden, vice-président des 2 mandats de Barack Obama. Voici le portrait croisé de Oswald Modon. Le 20 janvier 2017, Donald John Trump devenait officiellement le 45e président des États-Unis d'Amérique. Il entre en politique en 1987, d'abord au Parti démocrate, puis au Parti républicain, avant d'arriver au Parti de la Réforme, dont il sera le candidat. Il fera son grand retour chez les Républicains en 2012 et critique ouvertement la politique de Barack Obama, alors président des États-Unis.
En 2016, il remporte la désignation du parti malgré l'hostilité affichée de l'appareil républicain. Et contre tous les sondages, Donald Trump remporte la victoire devant Hillary Clinton du Parti démocrate. En course pour un second mandat, il va devoir affronter le candidat des démocrates, Joe Biden. C'est un visage bien connu de la scène politique américaine. Il aurait été vice-président de Barack Obama pendant ses 2 mandats à la Maison-Blanche. Né le 20 novembre 1942 à Scranton, en Pennsylvanie, l'ancien sénateur fédéral du Delaware de 1973 à 2009 sera candidat sans succès aux primaires démocrates en vue des élections de 1988 et de 2008. Pour sa 3e tentative à 77 ans, Joseph Robinette Biden Jr. remporte les primaires démocrates en vue de la présidentielle de 2020. Il est diplômé d'histoire et de sciences politiques de l'Université du Delaware et de la faculté de droit de l'Université de Syracuse. La campagne électorale américaine aura révélé les 2 hommes au monde entier dans leurs convictions, leur personnalité et même leurs travers. L'Afrique observe et commente, mais le Cameroun et le continent dans son ensemble constituent-ils réellement un enjeu majeur pour cette élection? Voici les réponses d'experts dans ce reportage de Jean-Pierre Congé. Quand les États-Unis éternuent, le reste de la planète prend froid, c'est connu. Au moment où la campagne présidentielle prend son dernier virage aux States, l'Afrique sans en être un enjeu majeur a intérêt à ne pas être indifférente à ce qui se passe au pays de l'oncle Sam. Le président Donald Trump, c'est un président qui a systématiquement décousu le multilatéralisme. Et les Africains, d'un point de vue géopolitique, ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas un bloc occidental uni face à eux pour leur imposer des mesures. Celui qui dirige les États-Unis a une voix très importante au sein des instances mondiales qui concernent le développement de l'Afrique. Et l'Afrique, qui est un continent qui cherche la paix, qui prône la paix dans sa politique étrangère en général, ne peut pas négliger ce qui se passe à l'intérieur de la politique américaine. Les États-Unis comptent en leur sein une couche non négligeable de la population dont la souche est africaine et une forte diaspora venue de l'Afrique. Et dans ce pays où le maître mot est trade not aid, cet aspect est à capitaliser. Presque 4-5 millions de diaspora africaine qui est basée aux États-Unis et qui sont des Américains et qui sont des investisseurs potentiels pour l'Afrique. Continent dont le processus de démocratisation est à parachever, l'Afrique a également intérêt à scruter le regard bienveillant ou non en la matière de celui qui prendra les clés de la Maison-Blanche au lendemain du 3 novembre. Actualité à suivre naturellement sur toutes nos antennes. Le ministère des Travaux publics améliore la circulation sur l'axe Yaoundé-Douala. Ce mardi, le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi est allé évaluer les travaux de signalisation et de réfection qui sont en cours sur cet important axe routier. Les constats sur les pas du ministre Rodrigue Bertrand-Tueno. Sur la route Yaoundé-Douala, des plots lumineux renforceront dorénavant les lignes axiales de la signalisation horizontale. Le réseau des glissières en béton armé s'étend. Pendant qu'une équipe s'occupe de ces travaux de signalisation et de sécurisation, la Brigade nationale des travaux en régie du ministère des Travaux publics traque les nids de poules et dessert l'étau de la végétation sur la chaussée. Déjà, 126 nids de poules bouchés sur 46 km. Les travaux n'échappent pas aux usagers. Non, je suis très content avec les travaux là. Avant là, ça nous gêne trop. S'il y a des gerbes là, on ne voit pas les panneaux de signalisation. Mais comme ça, c'est très bien. La signalisation lumineuse, ça nous donne très bien l'opportunité de bien rouler la nuit surtout. Le ministre des Travaux publics venu évaluer la qualité de ces travaux a sensibilisé les équipes sur la nécessité de les achever effectivement à date. Sur d'autres chantiers dans la région de l'Est ce mardi, ce sont les 3 centrales photovoltaïques de l'arrondissement de Bébène qui recevaient la visite d'évaluation du ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, Ibrahim Talbamala, aux étapes d'Abomban et de Bébène. C'est dans ce reportage de Elvis Nguimaison sur place à l'Est. Le soleil du développement se lève sur la localité de Makok et ce depuis que les pouvoirs publics y ont installé une centrale photovoltaïque de 54 kW.
Nous ne pouvons que dire gracieusement merci au chef de l'État pour cette œuvre salvatrice qui vient à coup sûr montrer que le gouvernement est à l'écoute des pleurs des populations. Toujours dans cette municipalité, le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics visite les projets de construction des mini-centres solaires de Sombonimbe, 34,2 kW et de Bagofit, 81 kW. Le projet est conçu pour effectivement, en ce qui concerne le panneau et les autres équipements, pour durer entre 25 et 30 ans. Le ministre Ibrahim Talbamala va également se rendre sur le chantier de construction de la route Bama-Messamena, longue de 38 km et dont les travaux ont débuté en 2014. Pour la route qui est là, bien que ça ait pris un peu de temps, aujourd'hui on peut se satisfaire de ce qui est déjà réalisé et on peut encourager celles qui doivent également pousser le projet, y compris notre département ministériel, pour que ce travail s'achève. Avant de tenir une réunion de restitution en présence du gouverneur Grégoire Vongo et du préfet Maché Bertrand du Oignon, le ministre Talbamala va parcourir les artères de la ville d'Abomban pour apprécier les 5 km de voirie urbaine construits. Et voici les propositions du JICAM pour la relance post-Covid de l'économie nationale. Le groupement interpatronal du Cameroun, amené par son président Célestin Tawamba, remettait hier lundi la dernière édition de son livre blanc au ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Célestin Tawamba, qui présente ici l'essentiel de ses propositions, c'est dans un entretien avec notre reporter Franck Evina. C'est un document qui fait part des propositions structurelles du secteur privé. Comment est-ce qu'on pourrait reformer notre économie sur le plan fiscal, sur le plan du dialogue public-privé, donc des réformes qui sont importantes pour notre pays, qui vont en droite ligne du PDI et puis du DSCE, qui est piloté par le Premier ministre et puis notamment mis en œuvre au niveau du ministère des Finances. Et dans un contexte particulier de la Covid, qui a fortement fragilisé les entreprises et pour lequel nous espérons que la prochaine loi de finances permettra de donner un peu plus d'oxygène, comme l'oxygène dont ont besoin des malades de Covid. Les chocolatiers français en visite de travail au Cameroun sont allés évaluer la qualité de la fève de cacao produite sur place dans le département de la Haute-Sanaga. La visite conduite par le ministre du Commerce était l'occasion pour la délégation d'inaugurer le centre pilote de transformation du cacao de Nginda 1. Voici les choses vues et entendues ce mardi dans la Haute-Sanaga. C'est un reportage de Luc Bienvenu au Nana. 5e infrastructure du genre mise à la disposition des cacaoculteurs par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, le centre d'excellence de traitement post-récolte du cacao de Nginda 1 dans la commune de Lembeyezoum est loin d'être un investissement pour rien. Ce qui est fait ici à Lembeyezoum est très bien fait, que ce soit une action pérenne. La qualité est un défi permanent. C'est à ce niveau-là qu'on jugera de la qualité du cacao du Cameroun. Présent à la cérémonie, des chocolatiers français pour qui rien ne vaut la qualité. Ce qu'on voit comme travail effectué ici, c'est parfait. Donc maintenant, ce que je suis tenté de dire à tous les cacaoculteurs, c'est tous les jours qu'il faudra produire ce cacao d'excellence, que l'excellence est au quotidien. Et on fait le pari avec vous, en tout cas, nous, d'acheter ce cacao dans la mesure où il est d'excellente qualité. Le centre d'excellence de traitement post-récolte du cacao de Nginda 1 a une capacité de fermentation, de séchage et de stockage de 50 tonnes. Je vous le disais en titre, le phénomène de violence et d'agression en bandes organisées se répand de plus en plus dans la ville de Douala. Il s'agit des meutes de jeunes délinquants qui prennent d'assaut un commerce ou un domicile. Les populations des quartiers Ndokoti, Daïdo et Cité-Sic sont sur le qui-vive après le récent passage de ce qu'on appelle là-bas les microbes. Mot peu reluisant mais qui sied à ce phénomène de plus en plus inquiétant dans la capitale économique. Et la terreur monte à Douala. José Gaëtan Tchanga. Comment ne pas céder à la panique lorsque dans la nuit, des individus armés de machettes et de goudins s'attaquent aux populations et aux commerçants? Ces scènes de violence urbaine ont été vécues par certains résidents du carrefour Ndokoti, des quartiers Cité-Sic et Deido. Les événements se déroulent entre le 8 et le 11 octobre. Nous on était au marché. Brusquement, la bande de délinquants qu'on les appelle les microbes. Ils avaient les machettes, les couteaux, avaient les lattes. Tout le monde s'est même blessé. Ils ont tout
ramasser les marchandises, tout, arracher les sacs, arracher les téléphones. Les mitropes, comme ils se font appeler, n'en sont pas à leur premier forfait. Ils ont déjà fait parler d'eux en 2019 au quartier New Bell. Chaque société a quand même ses brigands. Donc je crois que c'est la composition sociologique et même les préjugés liés à la ville de Douala, qui est quand même une ville assez délicate, qui politiquement balance fatalement dans l'opposition. Informé de la situation, l'autorité administrative a pris les mesures adéquates. Sensibiliser tous ceux qui entrent dans cette danse, tous ceux qui veulent faire le banditisme rencontreront sur leur chemin la force de la loi. Plus de 50 membres présumés de ces gangs sont actuellement derrière les barreaux en attente de jugement. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Rendez-vous quotidien d'évaluation de la riposte contre le Covid-19. Le coronavirus qui concerne naturellement les championnats qui s'annoncent, qui concerne également donc les joueurs de football. La FIFA prévoit la prise en charge des joueurs testés positifs dans le pays d'accueil lorsqu'il s'agit des matchs internationaux. Nous annonçons hier. Nous allons voir ce soir les modalités de cette prise en charge. C'est dans cet entretien que Évariste Eyenga va avoir maintenant avec le professeur William Gachou. Nous retrouvons ces deux messieurs au centre des opérations d'urgence de santé publique au quartier Messa à Yaoundé. Bonsoir à vous. Comment s'opère donc cette prise en charge? Bonsoir. Des joueurs testés positifs au sein des sélections nationales dans le cadre des rencontres internationales. Le fait est récurrent depuis la reprise des compétitions internationales. On en parle ce soir. On essaye de voir ce qui est réservé lorsqu'un joueur est testé positif. Et l'expertise convoquée est celle du professeur William Gachou. Il est le médecin des Lions indomptables. Vous êtes également médecin du sport. Bonsoir, professeur. Merci. Bonsoir, monsieur Yenga. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Lors d'une rencontre internationale, si un joueur est testé positif, qu'est-ce qui est réservé? Vous devez savoir que nous, les membres du staff, nous organisons d'ailleurs avant le stage des tests à tous les joueurs et membres de délégation. Si un joueur est positif pendant ce test avant le stage, il n'est pas autorisé à arriver au stade. Donc 2 à 3 jours avant le match, un test est organisé par la FIFA ou la CAF. Et si un joueur est positif, il est immédiatement mis en isolement. Et maintenant, il y a des joueurs qui sont testés positifs, mais qui ont été en contact avec d'autres joueurs. Des cas contacts, on les appelle. Quel est le sort qui leur est réservé? On recommence les tests ou ils sont écartés aussi de la sélection? Donc, il faut donc rappeler ce que c'est qu'un contact étroit. Donc, c'est être en contact pendant plus que 15 minutes consécutives sans masque à côté de quelqu'un qui a été testé positif par la suite. Donc, ça dépend de la réglementation des pays. Généralement, il y a une quarantaine qui est réservée pour ces joueurs et la durée et les conditions de cette quarantaine sont déterminées par le pays d'accueil. Personne n'est conduit à l'hôpital pour une prise en charge? Quand on est négatif, non. Et quand on est positif et asymptomatique, il n'y a pas de prise en charge immédiate. Mais quand on est symptomatique, bien sûr, on est dirigé dans un centre spécialisé là où le test est fait. Professeur William Gachou, merci d'avoir accepté notre invitation. On souhaiterait, et c'est une invitation formulée en direct, que vous soyez des nôtres en début de semaine prochaine. On va continuer de parler des protocoles sanitaires mis en place pour encadrer la reprise des activités sportives, même au plan international.
Et précisément pour le CHAN dans moins de 3 mois maintenant. Merci Évariste. Merci au professeur William Gacho. Le coronavirus qui ne passera pas par les campus universitaires. L'une des dispositions déjà effectives, c'est bien le e-learning. L'objectif, c'est de limiter les présences physiques dans les amphithéâtres. Allons donc voir comment fonctionnent ces plateformes numériques au sein des universités de Yaoundé 1 et 2. C'est un reportage de Irène Njanafuda. Le lien numérique est créé dans le milieu universitaire pour unir les étudiants aux enseignants qui transmettent le savoir par le biais des terminaux de communication électronique. L'université de Yaoundé 2 prêche par l'exemple. L'université de Yaoundé 2 a mis en place un dispositif d'enseignement en ligne et c'est un dispositif qui passe par une plateforme. L'université a acquis un dispositif radio. Ça veut dire que l'enseignant est dans un amphithéâtre et les étudiants occupent les autres salles et amphithéâtres. Donc, il y a une retransmission radio. L'université mère s'inscrit dans le même sillage en créant des salles de cours virtuelles verrouillées pour expérimenter le e-learning. Pour pouvoir faire cet amphithéâtre virtuel-là, c'est un enseignant, plusieurs enseignants sont sur unité d'enseignement et maintenant tous les étudiants qui ont accès à ce cours-là vont recevoir un code pour pouvoir accéder à ce cours. Le rapprochement virtuel de ce dispositif pratique vise à donner aux étudiants l'opportunité de poursuivre leur cursus universitaire en gardant la bonne distance en période de crise sanitaire. Chez les jeunes scolaires, ces mêmes dispositifs d'enseignement à distance sont également déployés maintenant avec des effectifs fixés en présentiel à 50 élèves maximum par classe. Ces mesures sont-elles respectées sur le terrain à l'entame de cette 3e semaine des classes? Réponse dans cette enquête de Barbara Padjama dans quelques établissements de Yaoundé. Plaquée à l'entrée d'une classe de 5e, cette liste marque exactement 50 élèves assis, pas une seule marge. 2 semaines après la rentrée, la maîtrise des effectifs est perceptible. Dans la cour, aucun apprenant ne vadrouille, en dehors de ceux-là qui viennent solder leurs frais de scolarité. Les 50 élèves par salle sont respectés. C'est les instructions du ministère des Enseignements secondaires. Et ces instructions sont implémentées par les établissements scolaires. L'affluence des débuts a quasi disparu. La recherche des places par les parents se fait discrètement pour remplacer les absences constatées depuis la rentrée. 2 semaines après, si nous constatons les absences des enfants qui ne sont pas là, le conseil de discipline va constater les faits et ça va prendre les résolutions. Conformément à la circulaire relative aux sanctions punitives applicables aux élèves. C'est seulement à l'issue des premiers conseils de discipline et de classe qu'on aura définitivement tourné la page de la réorganisation des effectifs et le nombre de salles à occuper pour l'écart barrière. Le Promo 2021 se prépare, la 8e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat aura lieu du 24 avril au 2 mai au Palais des Congrès de Yaoundé, comme d'habitude. L'événement cette année met en vitrine les atouts économiques du Cameroun sous le thème de l'industrialisation de l'Afrique, une clé de l'émergence. Et ce mardi, le président de la Fondation Interprogress, Pierre Zoumbak, organisateur de l'événement, s'entretenait à ce sujet avec le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, ici au centre de production de Mbala 2. Pour l'essentiel de ces entretiens, Joël Igor Abanda. Pour un rebond espéré et attendu de l'économie camerounaise, Promo 2021, initialement programmé du 20 au 28 février 2020, est avancé du 24 avril au 2 mai 2021 au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est des événements qui doivent redonner courage à ce qu'on peut appeler la sortie de pandémie. Promo 2021 propose donc un salon professionnel de l'entreprise, de la PME, du partenariat et de l'investissement en présentiel couplé pour la première fois à une grande conférence de portée continentale, le Forum de Yaoundé, l'implication de la CRTV, notamment avec l'apport de CRTV Web et la CMCA.
La CRTV, par le biais de son directeur général Charles Ndongo, insiste alors sur l'application du bilinguisme au cours de ces deux événements majeurs. En dehors de Promote 2021, la CRTV et la Fondation internationale Interprogress vont travailler en étroite collaboration pour Yaoundé en Fête, YAFé, du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Et voilà des nouvelles d'un événement en perspective qui met un terme à ce 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Augustin Bichoka et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Gilbert Ongeni et Georges Marcel Messila. Retrouvez immédiatement après ce 20h30 le tout premier numéro de votre magazine flambant neuf, News Inside Out, le magazine de la rédaction, est présenté par Ben Meno Poufon. Restez donc sur notre chaîne. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.